Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Bonjour à tous, peut-être rebonjour pour ceux qui étaient déjà là ce matin pour le CQFR. Comme promis, on se fait un podcast, on reprend notre rythme du lundi. Vous pouvez le voir, il n'y a pas Théo, c'est moi qui assure la présentation. Théo se remet doucement du bouclage et du coup j'en profite pour vous remettre une petite couche sur le MOOC River, c'est-à-dire que le MOOC 13 sur les losers, 13 losers, vous l'avez, est en pré-vente. Les pré-ventes sont lancées sur basketsession.com. Le MOOC, c'est pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas, c'est 240 pages de basket, mais pas que. Et là, c'est dédié, il y a un thème à chaque fois, c'est dédié à la lose. Alors, on va pas juste parler des losers, des nuls, des tocards. On parle de la beauté de la lose, ce qui peut se cacher derrière la lose, tout ce qui impacte justement la lose. Il y a plein de beaux articles, il y a des très belles illustrations. Honnêtement, c'est vraiment un très beau produit, important pour les fans de basket, je pense. Donc, je vous invite à le précommander. Voilà. C'était la petite promo MOOC. Shai, est-ce que tu trouves que ça va, je m'en sors Franchement, je pense que tu es en train de rattraper Théo en termes de level de promotion. Je crois que là, tu es en train de marquer des points. Là. Dans un mois, je vous vends des lave-vaisselle. Je vends une Volkswagen Polo. Forcément une marque allemande maintenant. Mais ouais. Oui, évidemment. Mais voilà pour la petite promo pour le MOOC. Mais aussi donc pour dire que voilà, Théo se remet. Il sera avec nous sans doute dès la semaine prochaine. Ce sera le podcast juste avant le début de la saison. Donc on se fera sans doute un podcast un peu spécial. Là aujourd'hui, on continue à se projeter. C'est-à-dire qu'on a abordé Shai il y a 2 semaines, on avait fait la conférence Est. La semaine dernière, on a fait la conférence Ouest. On avait abordé les équipes, faire des tier lists. Ouais. Là, on va parler plutôt des Français. Nos représentants dans l'Hexagone, il y en a 13 si on a bien compté. MOOC 13, pareil, ça revient. Hop, les losers, les Français. je suis en roue libre. Donc, on va aborder le cas des 13 Français en NBA. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va à chaque fois essayer de déterminer un best case scénario, donc le meilleur scénario possible, tout en restant crédible. Alors, je précise, quand on va aborder nos meilleurs scénarios, ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qu'on pense. On ne se dit pas nécessairement, je ne sais pas, si on dit Wembanyama sur le meilleur scénario, il peut finir first NBA team ou third NBA team, ce n'est pas forcément ce qu'on pense, mais c'est voilà, quel est pour nous le meilleur scénario tout en restant crédible pour chacun des joueurs en question. Et aussi, du coup, on va faire à l'inverse le pire scénario possible. Est-ce qu'on commence tout de suite, Shai, par Wembanyama, ou est-ce qu'on monte un peu en puissance, on se fait un petit apéritif? Oui, vas-y, ouais. On peut commencer par peut-être ceux dont la situation est la moins certaine ou ça peut la moins certaine, tu veux après, non, je te laisse. Je sais pas. Non, j'avais commencé de manière purement arbitraire par Nicolas Batum. D'accord, mais soyons arbitraires. Commençons par Nicolas Batum. Donc Nicolas Batum qui est aux Los Angeles Clippers, on sait que c'est sa dernière saison en NBA a priori. Peut-être. En tout cas, c'est ce que madame a sous-entendu. Mais ce que monsieur aussi, derrière. Il a plus le choix d'un côté là. Donc potentiellement la dernière saison en NBA de Nicolas Batum. Nicolas Batum, longue carrière, il est là depuis 2008 en NBA, en ce qui concerne la NBA, bien sûr, avant en Pro A. Nicolas Batum qui va fêter ses 35 ans, aux Los Angeles Clippers. Allez, je te donne l'honneur. Je te propose qu'on commence par best case scénario quand même. Ouais. Best case scénario. Il faut essayer donc du coup de tenir compte quand même de l'âge. Attendez, une chose. Je tiens à vous préciser qu'on n'a préparé aucun des mecs. Il faut qu'on soit très sincère. Je l'ai senti dans ta voix et je sais que moi non plus. Donc, ça va être de l'improvisation. Les gens aiment le naturel. Les gens aiment le naturel. Oui, mais niveau préparation, on n'a pas été extraordinaire sur celui-là. Il n'y a pas besoin de préparer. Tout est déjà là. Vous inquiétez pas. Oui, bien sûr. Non, ça sera intéressant quand même. Restez sur la vidéo. Ne partez pas. J'aurais dû le dire à la fin. Mais j'ai senti dans ta voix, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai dit, toi, t'es comme moi, tu vas devoir improviser. Pas de problème. Allez, pardon, je te laisse. Nicolas Batum. Le fait qu'on est obligé de prendre en considération que c'est probablement sa dernière saison NBA. Et ça coïncide, je trouve, avec la dernière saison possible du projet Clippers.
Exactement. Donc, je pense que le meilleur scénario pour lui, c'est de garder le rôle très important de liant qu'il a dans l'équipe. Il n'a pas toujours un temps de jeu gigantesque, mais tout le monde est d'accord, que ce soit Tyronn Lue, que ce soit Kawhi, Paul George, tout le monde dans l'équipe est conscient de l'importance qu'il a en termes d'expérience, en termes de défense, de playmaking. Enfin, c'est le même facilitateur de jeu qu'on connaît. Son niveau a peut-être décliné avec les ans, c'est inévitable. Mais en NBA et dans un collectif qui est déjà très très compétitif, ça reste un joueur qui est important et qui peut influer. Donc le meilleur scénario, c'est une vingtaine de minutes par match, une adresse à 3 points parmi les meilleurs qu'il a jamais connu en NBA, un niveau défensif qui est suffisamment solide pour qu'il soit là dans les moments chauds. Et du coup, Batum étant un joueur altruiste et extrêmement collectif, je pense que pour lui, l'analyse, elle peut se faire que aussi du point de vue collectif. Donc, Exactement. voilà, le best case scénario, c'est les Clippers qui sont compétitifs, qui arrivent enfin à faire jouer Kawhi Leonard et Paul George en même temps en playoff. Et donc, ça aura un impact sur Nicolas Batum aussi. Donc, c'est le best case scénario collectif, c'est playoff et possiblement finale de conférence, voire mieux, parce que on en a déjà parlé avec l'Ouest, mais ça fait partie des équipes. Des équipes qui peuvent aussi créer la surprise parce qu'elles ont cette pression du last shot un peu. Je suis d'accord avec toi. C'est peut-être le seul dans cette liste dont le best case scénario inclut vachement en fait le collectif plus que d'autres. C'est pas qu'il a rien à jouer sur le plan personnel, mais voilà, sa carrière, elle est déjà ancrée. Je te rejoins. Fort pourcentage à 3 points. Je pense que ça, c'est un best case scénario. Un Nicolas Batum qui met des tirs, ça va être un Nicolas Batum qui aura du temps de jeu et qui sera important pour les Clippers. Donc, fort pourcentage à 3 points. Je te rejoins complètement. Je pense qu'il n'y a pas de notion de nombre de points, etc. Mais c'est effectivement garder son rôle, ce qui n'est pas tout à fait gagné. Mine de rien, il y a de la profondeur aux Clippers. Après, il prend de l'âge, donc on ne sait pas trop Voilà, il a fait une Coupe du Monde. Il a connu une Coupe du Monde difficile, Nicolas Batum. Est-ce qu'il sera même encore dans le 5 des Clippers c'est pas sûr, il peut être 6e homme. Ça serait le meilleur scénario possible, c'est qu'effectivement, il ait un vrai temps de jeu et que ce soit pas avec parcimonie Tyronn Lue qui lance un jour un joueur, puis un jour Batum, etc. sur les match-ups. Le meilleur scénario, je pense, c'est qu'il ait régulièrement un fort temps de jeu, bonne adresse, je suis d'accord avec toi, défense, et que ce soit même un des mecs sur le terrain dans le 4e quart-temps. Ça, c'est pour l'aspect individuel. Peut-être même, j'irais jusqu'à dire qu'il fasse une saison remarqué, mais ça irait forcément avec le bilan des Clippers au point où une équipe candidate au titre lui proposerait peut-être un contrat justement. Après, il est en fin de contrat. Ouais. Lui propose sur 1 an, tiens, les Warriors, regarde, on a été sorti en finale de conférence, nous, peu importe, on a été champion, ça te dit de faire 1 an avec nous, tu vois, pour qu'on aille chercher un titre, quelque chose comme ça. C'est une équipe qui s'est intéressée à Batum. Mais pour revenir, je suis d'accord avec toi, en fait, tout passera vachement par le collectif. Pour que la saison de Batum soit le meilleur scénario possible, c'est une très grosse saison des Clippers, quoi. Avec, j'imagine même sa première bague c'est un cas un peu particulier parce que c'est un joueur particulier. Je pense que ce sera pas grave s'il sort du banc et il est prêt à sortir du banc. Je pense que c'est pas un souci pour lui. Oui. Maintenant, il a un stade de sa carrière où il nous l'a même dit pour l'équipe de France. Mais il est sorti du banc d'ailleurs l'an dernier quasiment tout le temps. Voilà. Mais même avec l'équipe de France, il est prêt à prendre un petit peu de recul, visiblement. Là, pour les Clippers, avec une équipe aussi forte, avec autant d'individualité, collectivement, c'est ça. Je pense qu'en fait, son temps de jeu importe peu, c'est la finalité collective. Alors, ce ne sera pas le cas pour tous les Français dont on va parler, je pense. Enfin, je l'imagine. On verra justement. Vu qu'on improvise, c'est plus. On verra avec le temps. Mais lui, son profil est tellement altruiste que le meilleur scénario passe par là. On peut parler du pire scénario parce que. Bien sûr, les blessures ne vont jamais rentrer en compte. On ne va pas dire pire scénario de blessure. Je pense que le pire scénario, ça peut être un trade, en fait. J'ai exactement ce que j'allais dire, parce que si les Clippers patinent un peu, ont du mal, ils vont chercher quand même le moyen d'améliorer l'équipe. On sait qu'il y a le dossier Harden qui est en latence, qui peut toujours se produire avant février. Et Batum peut être une monnaie d'échange, finalement. C'est le risque. Et atterrir à Philadelphie, si c'est Philadelphie, ou presque partout ailleurs, j'ai peur que ce soit pas une bonne chose pour lui, parce qu'il connaît, là maintenant, il est habitué à Los Angeles, il connaît l'effectif, il connaît le coach. Faudrait pas que sa dernière saison, si c'est bien sa dernière saison, se finisse de manière anecdotique dans une équipe anecdotique. Donc ce serait le pire scénario. Après, on peut aussi imaginer, malheureusement, je sais pas, qu'il y ait des joueurs qui se
qu'il se révèle dans l'équipe et qu'il lui prenne du temps de jeu, qu'il en vienne Ouais. à sortir complètement de la rotation et qu'il soit là pour tourner la serviette sur le banc. C'est bon. C'est pas déshonorable dans une équipe aussi forte que les Clippers, mais je pense qu'il a quand même encore à apporter. Donc, mais c'est une possibilité aussi. Sa production est plus la même que lors de ses grandes années à Portland ou au tout début à Charlotte. Donc ça, c'est aussi un risque et je pense qu'il en est conscient. On a vu un Batum un peu, comment dire, en difficulté, mais bon, il a un statut tellement particulier avec l'équipe de France qu'on ne lui demande pas les mêmes choses qu'avec les Clippers. Donc c'est une possibilité qu'il soit moins utilisé aussi, il faut s'y préparer. Ouais, je pense que le pire scénario, ce serait effectivement donc soit le trade, soit comme tu l'as dit, disparaître de la rotation au point de jouer très peu et d'avoir que son rôle de mentor, vétéran professionnel. Alors, je pense qu'il l'assumerait, mais quelque part, ça le pousserait déjà vers la sortie. Quand justement il parlait de la retraite, il disait, je veux pas être ce mec qui est là que pour les entraînements, tu vois. Donc, ça serait, je pense, le pire scénario qu'il ait déjà ce rôle cette saison. Après, je répète, c'est pas des scénarios qu'on envisage. Nous, on ne précise pas, OK, Batum va faire ça. Là, on est sur meilleur scénario, pire scénario. La vérité, sans doute, elle se situe le plus souvent au milieu, entre les deux, j'imagine. Donc voilà, donc le pire scénario pour Batum, ce serait sortir de la rotation, carrément être dans une équipe. Oui, alors s'il est envoyé à Philly, à la limite, il serait peut-être encore dans une équipe ambitieuse. Mais c'est vrai que si je sais pas, pour un moment, les Clippers ont besoin de dump un salaire et qu'ils l'envoient dans une équipe en reconstruction où au final, il joue même pas, où il est coupé, et derrière, il n'y a personne qui le signe ou quelque chose comme ça, ça serait une saison un peu catastrophe pour Batum. Aux Sixers, ce serait un peu cocasse parce que c'est quand même lui qui était. C'était un des joueurs qui était moteur dans le projet de faire venir Joel Embiid. Ouais. J'imagine les retrouvailles un peu. Bah alors, tu viens plus aux soirées. Non, mais bon, enfin, je lui souhaite de rester aux Clippers et d'être ce lion qu'il est capable d'être, même à 35 ans. À 35 ans, on n'est pas fini. Hein. Sinon, on serait foutus, nous, mais ouais, pas loin. Ouais. Mais voilà pour Batum. Je te propose qu'on enchaîne avec son coéquipier aux Clippers, Moussa Diabaté. Ouais, Moussa Diabaté. J'aime beaucoup Diabaté. Diabaté. C'est un joueur que tu aimes bien. Alors, j'aime bien Diabaté. Déjà à Michigan, il avait le caractère. Voilà, c'est un joueur bouillonnant, ultra énergique, un peu rim runner, très, très agressif. Et à chaque fois qu'il a joué avec les Clippers l'année dernière, alors il a fait des allers-retours en G-League, il était parfois en DNP quand il était là, mais à chaque fois qu'il était là, je sais que Tyronn Lue a beaucoup aimé ce qu'il a vu. Les coéquipiers ont aimé l'énergie contagieuse qu'il avait. Et je me dis qu'il il risque d'avoir des opportunités. Il est là aux entraînements, on le voit beaucoup, je trouve, dans la pré-saison. Il est pas assez présent sur tous les exercices, toutes les interactions. Je pense qu'il est très bien intégré. Et même s'il a un two-way contract, je pense qu'on va le voir. Donc pour moi, le best case scénario, c'est se faire une place dans la rotation. Une vraie place, parce qu'il a joué qu'une vingtaine de matchs l'année dernière. Être cette espèce d'étincelle dont les équipes ont besoin parfois. Tu vois, que Tyronn Lue se dise, bon, j'ai besoin d'énergie, c'est un peu mou sur le terrain. Qui je vais mettre à l'intérieur? Je vais mettre Moussa Diabaté parce que je sais que lui, il va se déchirer, il va se défoncer. Et qu'il le fasse par contre pas sur 20 matchs, mais sur 82. Quoi, et qu'il aille quasiment plus jamais en J-League et que son contrat se transforme en contrat garanti. Pour moi, c'est le meilleur scénario parce que ça reste un jeune joueur qui a du potentiel. C'est pas un intérieur moderne dans le sens où avec les aliens qui shootent de partout. Hein, voilà, on n'est pas là-dessus. Mais c'est un joueur qui a encore tout à fait sa place dans une rotation NBA, je trouve. Donc, best case scénario, 12 à 15 minutes par match en ayant grimpé dans les hiérarchies et avec un contrat garanti. Alors, c'est marrant, je suis vraiment dans la même fourchette que toi pour les minutes. Je pense que le meilleur scénario, c'est exactement ça, c'est entre 12 et 15. Plus, ça me semble pas crédible. Genre, il y aura des moments, bien sûr, où il va jouer 20 minutes, hein, mais plus sur une moyenne, je pense que c'est pas. Pour moi, c'est trop, en tout cas de mon point de vue. Ouais. Du coup, je me dis que 12-15, c'est la très bonne fourchette. Et pour une fourchette de match, il faudrait que. Tu vois, il en a joué 22 l'an dernier. Il faudrait que là, ça soit entre 55 et 70, par exemple. Ce serait très bien. Là, si c'est 70, c'est que vraiment il s'est fait sa place, parce que je pense quand même qu'il y aura encore du did not play. Donc ne serait-ce que 55-60 matchs en jouant 12 à 15 minutes, même si c'est proche des 12, hein, plus que des 15, ça serait déjà vraiment pas mal pour Moussa Diabaté, parce que ça veut dire qu'il y a des moments où il se met vraiment en valeur. Et c'est un sophomore, c'est un joueur qui est jeune, il a que 21 ans, il va avoir 22 ans, il est grand. Il peut y avoir une équipe qui s'intéresse derrière, et on ne sait pas, tu l'as précisé, on ne sait pas trop ce que ça va donner les Clippers.
post-Kawhi et Paul George. On ne sait pas encore si Kawhi et Paul George vont prolonger. Voilà. Donc, c'est toujours bon de se montrer. Et je pense, comme toi, je te rejoins sur ce best case scénario. Je te propose du coup qu'on passe au worst case scénario, même si bon, là, il est assez, entre guillemets, plus facile, quoi. Bah ouais, c'est ça. Bah, à partir du moment où il est en two-way contract, il y a la possibilité d'être coupé et après de devoir retrouver, une équipe ou juste de VGT. C'est pas un terme très cool parce que la J-League, il y a des équipes, il y a quand même du talent, il y a des joueurs qui sont sortis de la ligue de développement et qui après ils sont plus retournés. Mais dans une courbe de développement, quand tu as goûté à la NBA sur une vingtaine de matchs dans une équipe aussi ambitieuse que les Clippers, parce que là l'expérience qu'il a prise l'année dernière plus celle de l'éventuel best case scénario, c'est gigantesque parce que tu joues avec 2 des 15 meilleurs joueurs de la planète, tu as un très bon coach, tu es une franchise d'un gros marché, tu te fais voir, tu vois. Donc ce serait dommage de ne pas pouvoir valider l'essai en fait en restant dans la rotation et en étant que Angélique, parce que c'est aussi qui tout double Angélique, tu peux un peu disparaître, il y a tellement de monde, c'est tellement la guerre que les gens veulent faire leur place que tu as le risque de te faire rapidement oublier et si tu n'es plus dans la rotation, c'est compliqué. Et il est encore dans une phase où il doit faire ses preuves et où toute fin de contrat un peu abrupte peut signifier plus jamais revenir en NBA. Moi je pense qu'il va y arriver parce que l'énergie qu'il a, je leur dis, elle est contagieuse, elle est encore utile dans le basket d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas nier le risque de ce type de contrat et de ce type de situation avec des faibles temps de jeu. C'est évident en fait. Et le fait que ce ne soit pas un intérieur moderne, donc ils ne peuvent pas dire oui, il faut quand même qu'on le fasse jouer parce que ça peut devenir... Tu vois, je te donne un exemple. Pokusevski, on ne sait pas trop ce que ça vaut encore, mais les mecs se disent il a un profil ultra intéressant, même s'il fait des cagades, on va continuer à le faire jouer parce que voilà ce qu'il peut devenir. Diabaté, on voit à peu près le plafond, tu vois. On voit à peu près le plafond du joueur, mais ça n'en reste pas moins un joueur qui a du potentiel. Donc le pire scénario, c'est ça, VGT en J-League ou de carrément être coupé et ne pas retrouver de situation à court terme et devoir... ça n'a rien de déshonorant, revenir en Europe ou ailleurs, ça n'a absolument rien de déshonorant, mais on sait que pour des joueurs qui rêvent de NBA, et Moussa Diabaté, il a fait son cursus aux États-Unis, il était à Bradenton à l'académie, il était à Michigan, donc c'est clairement un mec qui a ciblé la NBA comme projet de carrière. Je pense pas qu'ils se disent cool, c'est pas grave, je vais revenir à Nanterre. Tu vois, je pense pas qu'il soit comme ça. Donc voilà le pire scénario. Yes, j'ai rien à ajouter là-dessus. Je pense qu'effectivement la J-League ou sortir de la NBA est le pire scénario pour un joueur comme lui. Avec les incertitudes de toute façon des joueurs draftés au second tour ou non draftés, ça mène souvent à ça. Je te propose qu'on enchaîne avec un cadre de l'équipe de France, qu'on parle de Rudy Gobert. Rudy Gobert, cas un peu particulier. Le best case scénario de Rudy Gobert, alors il sort de sa première saison avec les Timberwolves, il était en double-double, 13 points, 11,6 rebonds. Les Timberwolves ont eu des hauts, des bas, n'ont pas passé le cap qu'eux espéraient passer en faisant venir Gobert, mais ils ont quand même joué les playoffs. Je vais te laisser commencer sur le best case scénario si tu veux. Non, pas de souci, aucun souci. Best case scénario pour Rudy. Alors, c'est un des seuls avec lequel je vais aller en dehors du terrain, je pense. Et parce que c'est ce que je lui souhaite, en fait. Ça fait là ce que je souhaite et ce qui me semble être le best case scénario, ça va se rejoindre. C'est-à-dire qu'aussi bien aux yeux du public français qu'américain, le best case scénario, pour moi, c'est qu'il se fasse respecter. J'y ai pensé aussi. Tu vois, alors, sur le terrain, je veux dire, on sait ce que Rudy va apporter. Rudy, c'est un des meilleurs défenseurs de la planète. Même dans une équipe qui peut être dysfonctionnelle par instant, parce qu'on ne sait toujours pas ce que ça va donner avec tous ces profils-là, on sait ce que ça va donner. Il va faire des doubles-doubles, il va faire des contres, il sera là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais qu'il ait le niveau individuel et collectif qui lui permette de redorer un peu l'image. Malheureusement, elle est pas bonne. Il n'est pas assez respecté par rapport à ce qu'il a accompli. Donc j'aimerais que ses performances et par ricochet les performances des Wolves lui permettent de devenir ou de redevenir le joueur qui doit être en fait au niveau de l'image, c'est-à-dire un All-Star incontestable, un type dont on ne se pose pas la question s'il doit aller au Hall of Fame ou pas. Donc c'est ça. Et après évidemment ça passe par que les Wolves aillent en play-off directement, c'est le best case scénario pour tout le monde là-bas, Mais pour lui c'est ça, c'est qu'il n'y ait plus à devoir chercher le respect. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, tu le sais comme moi,
Il a un déficit d'image qui est pas toujours facile à accepter pour lui, je pense. Ouais, moi j'ai pensé aussi à la notion de respect dans ma tête au moment d'évoquer brièvement dans ma tête le best case scénario de Rudy Gobert. Je pense que pour lui, ça passe par avoir une production sur le terrain telle que les gens finissent un peu par oublier son trade et se dire ah, c'est le mec qu'on a récupéré contre 5 joueurs et 4 picks. Qui a un peu ce côté, bah, ok, on l'a payé cher, mais il est indispensable. Parce que je pense que c'est un rôle, il a pu être indispensable à Utah ou presque. Ou presque. Ah, je me permets de dire ou presque. Ah non, je pense qu'il l'était quand même. Hein. Mais je me permets de dire quand même ou presque par rapport aux playoffs, même si je pense que c'est un peu injuste. Oui, il était indispensable dans cette équipe du Jazz, dans sa configuration. Mais là, je parle de le meilleur scénario possible pour Rudy Gobert. Je pense que c'est un scénario où tu te dis, même en playoff, en fait, mais je peux le faire jouer. Bah, bien sûr, il va être écarté au large, etc. Peu importe. Mais genre vraiment, non, il est trop important pour que je puisse m'en passer. Ouais. Je pense qu'il l'a été à Utah et je dirais qu'un Rudy Gobert prime au meilleur de ses capacités, c'est typiquement un joueur comme ça, c'est-à-dire que c'est une star un peu atypique. Là, il n'est plus jamais cité. Je me souviens d'une époque où Rudy Gobert était cité, alors je trouvais ça fou, mais parmi les 25 meilleurs joueurs de la Ligue ou 30 meilleurs joueurs de la Ligue. Pour moi, c'était trop. Mais c'est un joueur un peu particulier. Alors voilà, je pense que le meilleur scénario possible, c'est pas celui que j'imagine forcément, mais le meilleur scénario, c'est il reviendrait dans cette discussion de se dire ah, mais en fait, Rudy Gobert, c'est trop un joueur indispensable. Après, je pense qu'il peut être. Mon scénario crédible, c'est un peu en dessous de ça, quand même. Mais voilà, être un joueur ultra solide, pareil, on est obligé de mentionner un peu son association avec Kat. Le meilleur scénario, c'est que. Mais ça rejoint ce côté joueur indispensable, c'est de se dire bah ouais, ça marche en fait. Ça marche parce que Rudy Gobert, on ne peut pas le sortir et du coup, on ne peut pas le sortir parce qu'il est trop précieux en défense. En attaque, il pose des écrans, il prend des rebonds offensifs, il met des dunks, il trouve sa place. Trouver sa place aussi peut-être dans cet effectif des Timberwolves, ça peut être aussi le meilleur scénario possible pour Rudy Gobert. Et après, oui, il y aura forcément un petit peu moins que pour Batum, je pense. Parce que lui, il y a quand même vraiment quelque chose d'individuel aussi chez Gobert. Enfin, il y a pas dans sa mentalité, hein, mais je veux dire, lui, sur cette saison, il y a des enjeux individuels. Ah ouais, non, clairement. Il a perdu, entre guillemets, un espèce de statut. Bah, il était plus All-Star. Il jouait moins de minutes. Et au niveau des stats, c'était légèrement en baisse, que ce soit les comptes, les rebonds, les points. Et puis, il a perdu son statut de All-Star. Je ne suis pas sûr qu'il puisse le retrouver même dans le meilleur des scénarios. Ou alors, ce sera un scénario. Enfin, tu vois, j'imagine pas un scénario où les Timberwolves sont dans le top 3 à l'ouest, par exemple, et qui est 2 All-Stars des Timberwolves. Ça, pour moi, c'est plus du best case scénario, c'est du dream scénario, là. Donc, je pense pas qu'il puisse retrouver son statut de All-Star. Mais voilà, être vraiment solide tout au long de la saison, encore plus que l'an passé, tout en trouvant sa place, ça, je pense que ça serait déjà une grosse victoire pour Rudy Gobert. Si, je pense que s'il arrive à faire, parce qu'il sera forcément important et impliqué là, il aura atteint un objectif, je pense, parce que c'est à lui tout seul, il faisait du Jazz une top défense de la NBA. Les Wolves, j'ai pas les chiffres par contre des Wolves collectivement, je sais pas. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça tout de suite là. Je les ai pas. Dans l'esprit, je les ai pas dans le top 10 des meilleures défenses au net rating défensif et toutes ces stats avancées là. Mais s'il arrive par lui-même et par ce qu'il transmet aux coéquipiers, parce qu'il faut se rappeler qu'à Utah, tout le monde disait. C'était pile dixième. Excuse-moi, je te coupe. C'était pile dixième. Ouais, c'est bien, mais je pense qu'ils peuvent du coup encore faire mieux. Parce qu'à Utah, c'était Joe Ingles qui disait quand Rudy est là, il masque tous nos défauts en défense et du coup on se met au diapason et ça fait de nous une top défense. Et là je pense top 10 c'est vraiment bien quand même en NBA sur 30 équipes, mais je pense presque qu'ils peuvent faire encore mieux avec un Rudy en top confiance et bien épanoui. Je vais nuancer. Alors, ils ont fini 10e, ils étaient 13e l'année d'avant, mais le paradoxe, c'est qu'ils ont encaissé plus de points sur 100 possessions en 2023, après l'arrivée de Gobert, qu'avant. Après, là, c'est les stats vraiment brutes, j'ai pas regardé celles quand Gobert est sur le parquet. Mais du coup, même s'ils ont fait 3 places de mieux, en vérité, ils ont encaissé 3 points de plus, alors qu'ils en marquaient toujours autant. Ah ouais, ok. Donc, voilà. Donc, voilà pour les Timberwolves. Mais tu as raison, ça me semble être une bonne marque, ça. Être dans le top 10, peut-être top 8, du coup, des meilleures défenses de la Ligue. En plus, ça voudrait dire que Minnesota est sans doute bien classé à l'Ouest, si c'était le cas. Oui, clairement. Avec l'évolution d'Edwards. Et alors, worst case scénario, moi, je peux peut-être commencer.
Je pense que le worst case scénario. Je pense pas qu'il puisse sortir du 5. Je pense pas qu'il y a c'est marrant, en réfléchissant au passage, il y a un best case scénario, mais c'est pas pour cette saison, c'est pour plus tard. Ce sera peut-être un trade si ça marche pas. Donc là, je pense pas que c'est un worst case scénario, un trade. Ouais. Mais ouais, je pense pas qu'il puisse sortir du banc. Je vois pas à un moment les Timberwolves se dire bah non, on fait jouer Naz Reid ou. Après, si, c'est possible quand même qu'il y ait un scénario où plutôt que faire jouer Naz Reid, les mecs se disent bah non, on veut jouer que avec 4 et on veut jouer super offensif. Je pense pas que ça arrivera. Allez, bon, bref, c'est vrai qu'on a dit que c'était pas sur ce qu'on pensait, mais vraiment le pire scénario possible de manière crédible. Je veux dire que le pire scénario possible de manière crédible, c'est un Rudy Gobert qui est très limité en temps de jeu, qui est titulaire, mais qui se retrouve avec 26, 27 minutes, du coup des stats encore en baisse. Tu vois, que ça soit dans la lignée de l'an dernier, où, ok, bon, ça marche pas trop avec 4, on te fait jouer parce qu'on t'a payé cher, Ouais. tu as un contrat, tu as un statut, entre guillemets. Donc, tu démarres dans le 5, mais au final, selon les match-up, Naz Reid, il te prend des minutes. Selon les match-up, on joue petit avec 4 en pivot, carrément vraiment small ball avec Jaden McDaniels. Et du coup, Gobert, à la place de jouer 30 minutes, il en joue 26, 27. À la place de marquer 13 points, il en marque 10. À la place de prendre 11 rebonds, il en prend 10, tu vois, 9, 10. Et encore là, ça fera un double-double de moyenne. Encore des contres en baisse, hein, forcément, avec moins de minutes. Et du coup, petit à petit, un statut qui se dirige plus vers oula, son contrat, il est lourd quand même pour un joueur de son rendement, tu vois. Bah, Ça serait le pire scénario, je pense. C'est presque déjà un peu le cas, malheureusement. Et ouais, si, comme pire scénario, ça, ou toujours en dehors du terrain, ce côté où il devient la cible, il continue d'être la cible de certains médias et de. Américains, je parle, hein, parce que moi, à chaque fois que j'écoute Bill Simmons, que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup écouter ses émissions. Il n'y a pas un podcast où les Wolves ne sont pas mentionnés et où il ne dit pas de toute façon avec Gobert qui est le pire trade de toute l'histoire de l'humanité. Enfin, tu vois, c'est des gros médias. Sur ESPN, parfois, ils sont aussi. C'est lâche. Donc, ce serait que la situation perdure ou empire et que lui, ça le sorte de son job au quotidien et qu'il n'arrive pas à trouver ou retrouver le statut, quoi. C'est aussi lié, les worst case et best case sont liés avec moi. Je pense que la production, elle existera toujours. Que s'il baisse en temps de jeu, parce que Naz Reid, t'as raison, Naz Reid, il est bien, hein, Naz Reid, il a de l'impact quand il est là. T'es re-signé. Non, le pire scénario, ce serait qu'en playoff, ils se disent, les Wolves se disent non, mais il est pas, on peut pas le mettre parce qu'offensivement, il nous apporte pas assez. Du coup, on préfère mettre quelqu'un d'autre, ou alors qu'ils préfèrent se dire en cours de saison, si ça ne marche pas bien, on préfère quand même garder 4 et puis on va couper les frais, on va arrêter les frais là avec Gobert et c'est lui qui part, quoi. Parce que ce serait Mais ça peut le relancer, ça dépendrait de la destination. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en pire scénario. Mais je préférerais la saison suivante, tu vois. Ouais. Là, on a envie de voir les Wolves essayer sur ce format-là pendant toute la saison sans qu'il y ait un des trois qui soit blessé longue durée. Allez, on va enchaîner avec les joueurs des Hornets. Il y en a 2, c'est 2 Français qui vont être en concurrence. Ouais. Je propose qu'on commence par Théo Malédon qui a signé un two-way contract. Théo Malédon, c'est quand même un joueur qui, dès sa saison rookie, tournait à 10 points par match. Je pense que c'est le record pour un rookie français. Il a fait une super saison rookie. Alors, super saison. Il faut relativiser, certes. Il faut relativiser. Il jouait dans une équipe du Thunder très faible. Il a mis 10 points, mais à 36% de moyenne au tir, 36% de réussite au tir, en jouant dans une équipe très très faible. Mais c'est vrai qu'il s'était montré. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, même à OKC, et c'est pour ça que quelque part, ça relativise déjà sa saison rookie, c'est que quand un rookie tourne à 10 points par match, on a tendance à se dire que c'est tout de suite très encourageant. Lui, en fait, il a perdu sa place quasiment dès la deuxième année. Au bout de 2 ans, le Thunder ne l'a pas gardé. Il se retrouve à Charlotte. À Charlotte, maintenant, il est en two-way contract. Pour un joueur drafté au premier tour, normalement, c'est un an. Il a été drafté au second tour. Début de second tour, je me trompe. Début de second tour. Mais... bon, c'est pas le parcours atypique. Quelque part, on est déjà presque sur la dernière chance en fait pour Théo Malédon. Donc, pour moi, mon best case scénario, c'est qu'il arrive à s'imposer toute la saison dans la rotation des. Ça va rejoindre un peu du Moussa Diabaté, mais avec peut-être plus de chiffres. C'est-à-dire que pour moi, le meilleur scénario que j'imagine pour Théo Malédon, c'est 70 matchs avec les Hornets. Au point où on se dit ah non, c'est lui le backup de la Melo Ball. Il faut l'appeler, il faut qu'il joue avec nous et qu'il signe, comme tu as dit, un contrat. Mais je dirais même qu'il faut qu'il y ait une production chiffrée, en fait, au point où certaines équipes se rappellent « Ah, mais tiens, c'est vrai, ce gars-là, il a que 21 ans, 22 ans.
C'est un meneur, il développe du playmaking. Je pense qu'il faut qu'il y ait une progression vraiment visible. Le meilleur scénario, j'imagine un truc où on se dit, ah ok, lui, là maintenant, c'est ce joueur-là qui peut devenir, tu vois. Non, mais c'est ça le meilleur scénario. C'est qu'il devienne le backup attitré de la Mélo et que Terry Rozier soit tradé, par exemple, pour libérer un peu de temps de jeu sur le backcourt. Et qu'il y aura des gens qui vont ressortir et qui vont surnager du marasme je suis un peu pessimiste, mais qui s'annonce aux Hornets. J'espère pour eux me tromper, hein, mais avec tout ce qui s'est passé sur l'intersaison, les 3/4 des joueurs de l'équipe qui ont des soucis en dehors du terrain, si Théo Malédon est l'un des seuls qui n'a pas de problème extrasportif et qui est fiable sur le terrain, il jouera, je pense. Mais c'est ça. On ne peut pas placer des attentes trop élevées pour lui parce que c'est une franchise qui, pour le moment, est dysfonctionnelle et a priori sans ambition immédiate. Et lui, on ne peut pas non plus s'attendre à ce que... Ce serait une bonne surprise hein, qu'il devienne titulaire ou qu'il ait 25-30 minutes par match. Ce serait super. C'est un garçon qui a plein de talent, plein de qualités. Mais j'ai du mal quand même à aller aussi loin que ça. Donc je suis d'accord. Là, c'est presque du dream scénario, là, 25-30 minutes. Hein. On a déjà vu des trucs comme ça dans des équipes dysfonctionnelles. Au bout d'un moment, parfois, le coach il se dit juste lui, il m'emmerde pas, au moins il va jouer, il exécutera les systèmes que je lui demande et ça me va très bien, tu vois. Donc faut aussi compter là-dessus. Mais ça c'est le best case et ça rejoint à peu près ce que tu as dit. Hein. Le pire scénario, de toute façon, moi je vais le faire en une phrase, hein. C'est simple, c'est disparaître de la ligue, quoi. Malheureusement, il en est déjà pas très très loin, mais c'est aussi bête que ça. Tu peux pas. Parce que là, je l'imagine pas. Tu l'imagines être tradé quelque part, toi? Non, il n'y a personne qui va. Il peut être que coupé et quelqu'un qui le signe, mais mais il peut pas être tradé. Ah, ça peut être son best case scénario, en fait, c'est d'être coupé et d'être relancé par une autre équipe. En plus, ce qui est un peu ingrat, c'est que si les Hornets sont bons, alors peut-être le meilleur scénario pour lui, c'est ça, c'est que les Hornets, en fait, sont pas si nuls. Sont pas mauvais, sont peut-être en course pour le play-in et que lui s'impose comme le meilleur backup de la Melo Ball dans une équipe qui cherche à gagner. Mais si tu cherches à perdre, imaginons que... non, même pas tu cherches à perdre, pardon. Les Hornets sont nuls. On imagine que les Hornets sont mauvais. Ouais. Donc les Hornets sont vraiment en mode reconstruction. Théo Malédon, est-ce que c'est le premier jeune qui passera sur la liste? Je pense qu'en fait, les Hornets, ils ont d'abord envie de faire jouer James Bouknight ou Nick Smith Jr. en fait. Il y a d'autres mecs qui passeront avant Malédon dans la liste des gars une fois que la saison est morte, on donne 30 minutes à tous nos jeunes, on arrête de faire jouer les mecs un peu plus cotés, tu vois, genre la Melo Ball est blessé ou je sais pas quoi. C'est pas Théo Malédon le premier nom qui va être mis sur la feuille de match, quoi. Non, il y aura d'autres mecs qui passeront avant lui. Sa chance, ça peut être que les Bouknight, il a des soucis extrasportifs, hein, on l'a vu. Et les autres, Nick Smith a du potentiel. Enfin, c'est pas du tout un mauvais joueur. En fait, j'aime pas trop cette situation pour lui. Tu vois, j'aurais aimé qu'il soit dans un cœur de un roster où il y a de la place pour les jeunes et en même temps où on sait c'est un garçon très professionnel, très sérieux. Je pense qu'il aurait plu dans un environnement très académique, même juste un truc type Indiana, tranquille où ça aime les gens qui bossent. Je sais pas, c'est difficile d'être super optimiste pour Théo c'est un peu déprimant parce que moi je suis à peu près persuadé qu'à la minute où il revient en Europe, c'est un des meilleurs joueurs du championnat de France s'il vient en France. C'est un excellent élément s'il va dans une bonne écurie européenne. Mais lui a l'air de vouloir s'accrocher. Donc, le worst case scénario, c'est ça, c'est de ne pas jouer du tout, d'être pareil, de disparaître petit à petit, faute d'opportunité finalement. Alors, c'est pas les mêmes joueurs, mais je pense que Frank Ntilikina, pour moi, c'est la même chose en fait. C'est exactement le même. Et c'est exactement la même. D'ailleurs, les deux Français vont être en concurrence. Alors, Ntilikina, il n'est pas en two-way contract, mais les deux sont un peu sur les mêmes postes, hein, les postes 1 et 2. Alors, il y a un monde où ils jouent tous les deux ensemble, mais je suis même pas sûr que ce soit du best case scénario. Là, pour moi, on reste dans l'imaginaire. Le meilleur scénario pour moi, pour Frank Ntilikina, c'est le même que Théo Malédon, malgré que les joueurs soient différents. C'est de se dire, c'est lui le backup de la Melo Ball. Mais les Hornets gagnent parce que quand même, du coup, on a besoin d'avoir un backup solide. Pas juste, on est là pour perdre et du coup, on s'en fout, on veut faire jouer nos jeunes. On a besoin de toi parce que toi, tu commences à être un vétéran, tu défends dur et nous, on vise le play-in. C'est un scénario, c'est pas si facile à imaginer, franchement.
Et ça, c'est le meilleur scénario pour Nilikina. Et du coup, le pire pour moi, c'est pareil que Malédon, c'est disparaître et revenir en Europe. Bah, Alors, après, tu l'as dit, hein, c'est pas une fin en soi. Hein. Pour non, Nilikina, mais je pense que ça s'en rapproche aussi. Hein, mais... il a l'air de freiner des cas de fer pour pas le faire, sinon il l'aurait déjà fait, je pense. Ouais, bah ouais. Moi, tu sais que j'ai été le conducteur du train Nilikina pendant des années. Je persiste à croire qu'il y a un environnement où ça peut bien se passer. Je pensais qu'à Dallas, ça le ferait avec sa défense dans une équipe qu'on avait Moi besoin. aussi. À Moi Charlotte, aussi. où il y a zéro ambition, à ma connaissance, hein, où il y a zéro perspective vraiment de faire une saison compétitive. Pour moi, Franck, c'est un gars qui doit être dans la rotation du bas court d'une équipe très compétitive. Voilà. Où tu le fais rentrer sur une mission C'est pour peut-être. défendre sur un mec. Et voilà. Comme à un moment à New York, en fait. À un moment à New York, il lui disait tiens, il y a Trae Young en face, tiens, il y a machin. Et parfois aussi à Dallas sur quelques minutes. Mais là, il n'y a toujours pas d'amélioration visible en attaque et il n'a pas assez de temps de jeu pour montrer qu'il peut y en avoir. Donc. Je vais peut-être corriger du coup mon best case scénario pour les deux, surtout pour Nilikina en fait. C'est être fort, s'imposer comme le backup de la Mélo en début de saison, s'imposer comme le backup, montrer de la progression, un peu comme je le disais pour Malédon, montrer ça, j'ai l'impression qu'il ne savait pas le faire avant, ou j'ai l'impression qu'il ne le maîtrisait pas autant, ou qu'il ne le montrait pas autant, tout en gardant sa grosse défense, au point où quand les Hornets passent en mode bon, bah là, on n'est plus assez fort pour jouer quelque chose, les Hornets le libèrent parce qu'on sait qu'il y a un intérêt et une équipe comme dont celle du parle, tu vois, un peu à type Mavs, qui va le chercher. Ça, c'est peut-être le meilleur scénario qui reste à peu près crédible, mais je suis pas sûr que c'est comme ça que ça se passe. C'est bon. ça. Malheureusement, ils sont. Après, je sais plus c'est dans quel CQFR ou dans quel podcast on en avait parlé, mais moi, je me disais que je comparais à Sean Livingstone, tu sais, c'est pas du tout les mêmes joueurs et c'est ce que j'avais expliqué ce jour-là. Mais c'est prouver dans une équipe faible, se faire remarquer aux yeux des gens et après qu'un GM se dise avec ce qu'il a, c'est parfait, j'ai besoin de ça dans ma rotation pour mon 8e ou 9e homme. Et que là, il retrouve un environnement plus sain et dans lequel il peut s'exprimer. En fait, c'est presque ça le best scénario. Le best case scénario est quasiment pour les deux, même s'ils ont des qualités assez différentes l'un et l'autre. Voilà. On propose qu'on a fait les deux des Hornets, on va peut-être faire les deux du Thunder. Allez. En commençant par Ousmane Dieng. Ousmane Dieng, qui est sophomore, c'est sa 2e saison dans la ligue. C'est marrant, j'avais l'impression que ça faisait un peu plus longtemps, mais en fait, non, il est drafté l'an dernier en 11e choix de la draft 2022. Il a quand même été drafté assez haut. C'est ça. Un joueur qu'on aime bien tous les deux, qu'on trouve très intéressant. Je vais te laisser commencer sur son best case scénario. Ouais. Je pense que le best case scénario, il est déjà en train de se profiler. C'est-à-dire que le Thunder a clairement envie de le faire plus jouer que l'an dernier. Ils estiment qu'avec ce qu'il a fait en J-League, avec ce qu'il a pris comme expérience avec l'équipe première, la pré-saison, l'intersaison où il a travaillé beaucoup avec les coachs d'OKC, le best case scénario, c'est de rentrer dans la rotation de cette équipe-là qui va viser les playoffs ou le play-in dans tous les cas. Dans le pire des cas, ça vise le play-in. Et intégrer le meilleur noyau de jeunes de la Ligue, ou l'un des meilleurs noyaux de jeunes de la Ligue, c'est un super scénario. Et y montrer les qualités qu'on lui prête. Alors c'est un garçon qui a pris quelques centimètres cet été, qui est capable de faire du playmaking, qui a de la défense, qui commence à faire développer un peu son shoot. Il a c'est une sorte de couteau suisse, Ousmane Dieng. Il peut jouer à plein de positions, défendre sur plein de positions. Donc, affiner un peu son profil de jeu, son poste sur le terrain, et avoir du temps de jeu, même 10, 12, 15 minutes. Il était déjà à 14 l'an dernier. Voilà, mais sur combien de matchs joués? Sur 39 matchs. Voilà. Je pense que pour rentrer vraiment dans la rotation, il faut. Alors, sur le double best case scénario, sur le double de match, quasiment à 80, ce serait très bien. Ça, je pense que c'est un joueur qui est fiable physiquement pour l'instant. Donc, 80 matchs, 0 séjour en J-League, toujours du temps de jeu, et qui puisse montrer ce qu'il sait faire. Donc, qu'on se dise. Dans ce noyau de jeunes, il n'y a pas que Chet Holmgren, il n'y a pas que Jalen Williams, et j'en oublie, il n'y a pas que Kayson Wallace, il y a aussi Ousmane Dieng, et c'est normal qu'il l'ait pris aussi haut, il fait partie du projet à 100% en fait. Donc peut-être que ça paraîtra timide comme best scénario, mais je trouve que ce serait déjà super de faire une saison pleine avec un rôle dans cette équipe-là.
Bah, moi, je trouve pas ça timide. Je suis même comme toi. Juste, c'est marrant. On est arrivé dans un monde où maintenant, quand tu me dis jouer 82 matchs, ça me fait tilter. J'ai l'impression qu'il y a personne qui joue C'est 82 très matchs. rare, ouais. Je me dis que s'il en joue déjà 65 en étant dans la rotation sur 65 matchs, tu vois, peut-être qu'au début, ça veut dire qu'il s'est déjà imposé. Et moi, je vais aller comme toi. Je vais essayer de préciser un poil plus du coup ma pensée. Je vais aller un peu au-delà en disant rentrer dans la rotation, mais pas comme Moussa. Tu vois, par exemple, Moussa Diabaté, je l'imagine rentrer dans la rotation en tant que dixième, tu vois, Ouais. dixième homme ou Mhm. 11e homme, d'où les 12 à 15 minutes. J'ai l'impression qu'Ousmane Dieng, il faut qu'il rentre dans le top 9 du Thunder, en fait. Qu'on se dise, si tu cites les 9 meilleurs joueurs du Thunder, dans la fin de ta citation, tu as commencé par Shai Gilgeous-Alexander et vers la fin, 8e ou 9e nom, tu donnes Ousmane Dieng. Quoi. Que ce soit le 8e ou 9e homme le plus utilisé du groupe, sans doute sous les 20 minutes de moyenne. Même mon meilleur best case scénario, je ne l'imagine pas tout à fait à 20 minutes, légèrement en dessous, 18, tu vois, 18-19. Ou peut-être 20, quoique je pense que ça passe 20 en fait en best case scénario. Je pense que ça passe. Et voilà, être cet homme-là dans le top 8, top 9, où du coup, ça revient à ce que tu disais, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, bah, c'est pas tant. Si tu joues un peu plus et que tu joues plus souvent, forcément, tu as des stats qui montent. Mais c'est voilà, s'intégrer dans ce noyau dur. Ouais, et s'il est dans le top 8, top 9, bah, ça veut dire qu'une fois les playoffs arrivés, il aura encore quelques minutes, il aura une vraie opportunité. Alors que si tu es juste 10e homme, tu peux complètement disparaître, même si ton équipe elle va en playoff. Quoi. Ouais. À la fois, je pense que c'est réaliste et à la fois, c'est un challenge parce qu'il y a un effectif bien garni, à tel point que c'était difficile au début de l'intersaison, enfin en milieu d'intersaison, de savoir qui ils allaient garder, pas garder. Au final, je crois que c'est Garouba qui avait été coupé Oui, et qui je a ne été sais plus récupéré qui. par les Warriors. Non, Voilà. Garouba n'était pas aux Rockets. Oh, je sais Rockets, plus. ouais. Mais à tel point que c'était difficile de savoir s'il en ferait partie ou pas. Donc ça reste un challenge parce que c'est bien fourni, mais c'est réaliste parce qu'il a ce potentiel-là et qu'il l'aurait pas drafté aussi haut s'il croyait pas en lui en fait. Et après, pour passer sur le worst case scénario, ce serait qu'il n'y ait pas d'amélioration visible dans les opportunités qu'il aura, que il sorte un coup il joue pas, que sa progression, la progression elle serait réelle parce que tu veux dire t'es dans un effectif NBA, tu t'entraînes avec peut-être un des 10 meilleurs joueurs de la ligue maintenant avec Shai Gilgeous-Alexander, avec une équipe qui vise les playoffs. Tu progresses, tu prends de l'expérience, mais individuellement c'est plus compliqué. Donc tout bêtement, le fait de ne pas avoir ces mêmes opportunités-là et de devoir peut-être repasser par la J-League, de voir d'autres mecs de la rotation lui passer devant, voilà ce que j'entrevois. Ouais, moi pareil, et j'ajoute aussi que OKC fasse un trade sur son poste. Qu'au final, le Thunder se dise non, il n'est pas prêt, il ne peut pas être top 8 de notre rotation. On sait que le Thunder a plusieurs tours de draft sur 2024. Je crois qu'OKC en a 4 au premier tour. Ils ne vont pas garder les 4. Ça me semble quasiment acquis. C'est 4 joueurs que tu es obligé de payer. Et alors, ils peuvent toujours les transférer le jour de la draft, mais je ne serais pas surpris qu'il y en ait un ou deux qui sautent pendant la saison des tours de draft pour faire venir du vétéran. Voilà, si c'était sur son poste, ce qui est peut-être justement l'un des postes où OKC est un peu faible, même si j'imagine qu'ils vont aussi se chercher un pivot backup vétéran, mais voilà, ça peut être des postes sur lesquels OKC cherche à se renforcer. Et là, du coup, ça le ferait sortir de la rotation. Et s'il fait une saison sophomore où tu ne le vois pas progresser, où il est encore à 4 points par match, là, je sors une stat du coup où il est à 4 points par match et qui joue encore entre 10 et 15 minutes, en fait, très vite, tu es là à te demander, mais est-ce que ce joueur, il est vraiment prometteur, en fait? Ça va très vite en NBA, dans un sens comme dans l'autre. Et on le voit avec les joueurs dont on a parlé juste avant, avec Malédon. Donc, si tu stagnes, très vite, les gens peuvent t'oublier et se dire non, mais il n'est pas si prometteur que ça. Il faut vite se montrer. Il a l'opportunité, il a la chance d'être de jouer pour une équipe avec d'excellents staff et une équipe qui est un peu ambitieuse tout en faisant confiance à ses jeunes. Mais il faut qu'il la saisisse vite quand même, je pense. Il faut qu'il ait la même agressivité qu'il a eu en Ouais. Summer League et durant les matchs de pré-saison. Agressivité offensive, quitte à rater des shoots. Faut qu'il garde ce mode-là parce que je pense que c'est ce qui le fera solidifier sa place dans la rotation. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un joueur que j'aime beaucoup, moi, perso. J'aime beaucoup son profil. Vraiment, c'est un joueur qui m'inspire. Ouais. J'aimerais bien qu'il explose parce que ça pourrait être un joueur très intéressant pour l'équipe de France. Ouais. On peut parler d'Olivier Sarr, son coéquipier. En plus, je crois qu'ils sont plus ou moins de la même région, si je ne dis pas de bêtises.
Je crois que ça vient du Sud-Ouest, tout ça, non? Olivier Sarr aussi? Ou j'ai un petit doute? Bonne Enfin question. bref, je dis peut-être une bêtise. Allez, je vais vérifier quand même en même temps parce que je vous balance des infos, mais il faut au moins que ce soit un peu précis. Ah non, il vient de Niort. Ah non, c'est pas trop le Sud-Ouest. Si, mais il a joué à Toulouse. Voilà, je savais qu'il y avait un truc. Ah, les gars de Toulouse, c'est ton truc. Ben oui. Il a vécu à Toulouse. Je me dis, j'étais quasiment sûr de l'avoir vu à Toulouse, mais je voulais pas dire de bêtises. Bref, au final, je n'ai pas tout à fait dit une bêtise. Olivier Sarr, dont si je retire, c'est bien son frère qui a annoncé. Alexandre Sarr, absolument. Ouais. Gros prospect pour la draft suivante. Ça, spécialiste sur le basket, le mec. Mais non, je savais, mais je savais que c'était son frère. Mais c'est ce moment où tu as eu peur de dire une bêtise et du coup, tu es là à second guess tout ce que tu vas dire. Le cousin de Bounassar, j'étais enchaîné avec un joueur du Bayern Munich. Ouais. C'est sans fin, tu sais. Mais Olivier Sarr, plus compliqué. Il a première saison NBA, c'était il y a 2 ans, il avait joué 22 matchs dans une équipe du Thunder faible, du coup, où il avait pu tourner à 7 points et 4 rebonds. L'an dernier, il a joué que 9 matchs avec OKC. J'ai l'impression que là, je ne sais pas trop quel best case scénario. J'ai l'impression qu'être encore en NBA, c'est déjà le best case scénario en fait. Ouais, s'il est encore en NBA à l'issue de la saison, je pense que c'est le best case scénario. C'est ça, que son contrat soit garanti. Attention, parce que c'est un garçon qui, à chaque fois qu'il a joué, il a montré des choses. Tu sais, il y a 2 ans, il y avait cette. Il rentrait en même temps que Jalen Horde et les deux, ils faisaient vraiment des bons matchs. Alors, Horde encore plus. Mais Sarr était plutôt fiable. Il amenait du rebond, de l'efficacité. Après, malheureusement, il lui manque peut-être le talent transcendant qui fait qu'ils vont vouloir miser sur lui. Et il y a déjà beaucoup d'autres joueurs dans cet effectif, des jeunes qu'il faut faire jouer. C'est difficile à dire. Après, lui, c'est un garçon, je me fais pas de soucis pour lui. Dans la vie, il va réussir. C'est un cérébral. Il a plein de qualités. C'est un bon basketteur. Il fera quelque chose dans le basket ou ailleurs. Je sais pas si ce sera en NBA parce que c'est un monde impitoyable et que les opportunités sont pas si simples à avoir. Donc le best case scénario, ouais, c'est que le coaching staff se dise c'est notre intérieur le plus fiable dans la rotation élargie et on veut lui donner des minutes, on a confiance en lui et il intègre une rotation très élargie. Je vois pas plus malheureusement. Je sais même pas si je vais jusque là moi s'il a encore un two-way contract, je te mets même pas de contrat garanti. Mon best case scénario, c'est qu'il ait encore un two-way contract à la fin de la saison. Ouais. Donc qu'il ait joué quelques matchs, qu'il ait joué suffisamment de matchs pour se montrer et qu'une équipe, quelle que soit. Peut-être que je suis pessimiste, mais je vois pas vraiment là un best case scénario où Olivier Sarr il s'impose. Non, mais c'est en adéquation avec le temps de jeu. Au point de jouer 45 matchs, je n'y crois pas. C'est en adéquation avec le temps de jeu qu'il a eu et qu'il a jusque-là, donc c'est pas déconnant d'avoir du mal à imaginer qu'il puisse se faire son trou. Et puis worst case scénario, c'est disparaître de NBA. Ouais, ça rejoint comme d'autres. Ouais, c'est ça. C'est difficile. Ouais, je vois pas ce qu'on peut dire de plus malheureusement. Non mais ouais. Bon, on peut passer. Pardon, t'inquiète, je te coupe un peu, mais on peut carrément enchaîner pour derrière. Bon là, c'est vrai que le passage sur Olivier Sarr du coup est très très bref. On en a parlé parce qu'il était dans la même équipe que Dieng, mais on va parler très brièvement tout à l'heure de Ryan Rupert et de Malcolm Casalon. C'est un peu la même chose, je pense, pour Olivier Sarr. Je propose qu'on enchaîne avec Evan Fournier, du coup, là, un cadre de l'équipe de France, un joueur qui est lui aussi face à une saison charnière. Et je vais commencer, moi, pour le best case scénario. Je pense que le best case scénario, c'est un Evan Fournier qui se refait une vraie place en NBA. Et par ça, je ne veux pas juste dire que les Knicks le refont jouer, c'est-à-dire que non seulement il joue, mais j'arrive à imaginer un best scénario où il joue et il contribue au point où des équipes viennent le chercher pour un trade. Ça, c'est mon best case scénario pour Evan Fournier. J'arrive à y croire. J'arrive à me dire qu'Evan Fournier, il va par exemple jouer avec les Knicks, marquer 12-13 points par match. C'est moins que ce qu'il faisait à Orlando, par exemple. Mais je le vois marquer 12-13 points par match dans le meilleur des scénarios et du coup, qu'il y ait une équipe qui se dise « Attends, on a besoin d'un shooter, on est une équipe ambitieuse, lui, il est en fin de contrat, il n'est pas payé tant que ça, 18 millions, ça va se chercher. » Qu'il y ait une équipe qui aille le chercher. Ça, c'est mon meilleur scénario pour Evan Fournier. Pour moi, le vrai best case scénario, ce serait un mode revanche totale où il rêve de jouer à New York, il rêvait de vivre et de jouer à New York. Ce serait qu'il renverse, alors ce serait un miracle, qui renverse l'esprit de Tom Thibodeau
que Thibodeau se dise bon, allez, finalement, j'ai peut-être. Je vais le remettre dans la rotation, et il va m'apporter des choses et tout, et qui réussisse à New York. C'est pas infaisable, ça me paraît compliqué vu le profil de Tom Thibodeau qui est un peu entêté et qui est allé en playoff, qui a passé un tour de playoff avec cette équipe l'an dernier. Les déclarations d'intersaison sont pas forcément très rassurantes là-dessus, et même s'il le fait jouer en pré-saison, on l'a dit ce matin dans le CQFR, c'est pas du tout une garantie qu'il le fera jouer en saison régulière. Mais le vrai best case scénario pour moi, c'est ça, c'est il arrive à convaincre Thibodeau et il brille à New York dans une équipe qui joue les playoffs. Parce que je pense que c'est son scénario rêvé à la base. Et du coup, il arrive en forme au JO. Il n'y a pas à se dire est-ce qu'on va le faire jouer? Il n'a pas beaucoup joué cette année. Il manque de minutes, tout ça. Après, je suis complètement d'accord avec toi. Je lui souhaite même, en fait, je lui souhaiterais de base un trade rapide et immédiat dans une équipe compétitive qui lui fasse confiance. Et presque même une équipe pas compétitive, en fait. Juste une équipe qui lui fait confiance. Mais il a plus 24 ans. Il a besoin de temps de jeu et c'est un gars dont la personnalité va avec la gagne. C'est comme ça, c'est sa personnalité. Et donc, soit un trade dans une équipe compétitive, grâce peut-être, comme tu l'as dit, à du temps de jeu, un temps de jeu accru, soit un retour en grâce à New York. Voilà. Ouais, je valide aussi le retour en grâce à New York en mode joueur qui contribue. Je pense que c'est un best case scénario crédible. Pareil, encore une fois, je le précise tout au long du podcast pour ceux qui n'ont pas forcément écouté le début ou qui nous rejoignent ensuite. C'est pas forcément ce qu'on imagine absolument. Non. On se dit pas qu'Evan Fournier, ça va se passer comme ça. Mais le meilleur scénario crédible, je te rejoins aussi, c'est possible qu'il ait un impact et que dans une équipe de playoff comme les Knicks, si les Knicks venaient aller en playoff. Après, moi, le worst case scénario, il est très simple. C'est ne pas jouer. Ne pas jouer sans être tradé, du coup, exactement, parce que personne veut de toi. Et du coup, juste, t'es coincé. Et ce serait vraiment le pire scénario parce que... Allez, Géo. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que là, on part soi-disant dans une approche où ceux qui méritent vont jouer. À quel moment est-ce qu'on considère qu'un joueur qui a pourtant été un cadre de l'équipe de France, mais qui joue 0 minutes de la saison... tu vois, donc il ne faudrait pas qu'il y ait ce cas de figure-là, c'est ça que je veux dire. Le vrai, ce serait un scénario catastrophe parce que, imagine, il ne joue pas du tout à New York, il ne le trade pas, donc il attend la fin de son contrat, et il se retrouve dans une situation un peu en porte-à-faux avec les Bleus, où il a un statut, mais où il paraît qu'il n'y a plus de statut, donc c'est difficile. Bon. On s'excuse, il y a eu un petit problème de micro. D'ailleurs, là, je suis obligé de finir d'enregistrer le podcast avec le micro de mon ordinateur. Donc, vous allez constater une baisse de ma qualité de son, en tout cas, du moins quand moi je parle, vu que maintenant, ça n'enregistre plus avec ce micro qui est là purement décoratif, là maintenant. Et pour aller savoir quelle raison il a coupé. Donc, je reprends là où j'en étais avant que ça bug et que du coup, on soit obligé de couper l'enregistrement et de le reprendre. Je disais pour ces histoires de statut, c'est ce qu'a déclaré Nicolas Batum. C'est pas forcément ce qu'a déclaré Vincent Collet pour l'instant. C'est vrai. Et en plus, derrière le terme mérité, on ne sait pas. En fait, ça peut vouloir dire plein de choses à la fois. C'est pas parce qu'Evan Fournier joue pas de la saison qu'en fait il mérite pas. Il y a eu des discours comme ça, mais ils n'ont jamais été prononcés par le staff. Il y a eu ce discours aussi tenu par Stéphane Brun, qui était un joueur qui ne joue pas et qui derrière prend tous les tirs, mais c'était pas forcément. Ça remettait pas en question sa place dans l'équipe. C'était plus le rôle de patron offensif pour un mec qui a pas joué. Ouais. Je pense que juste sur son niveau de jeu, en fait, sur son talent, Evan Fournier, il mériterait sa place. En plus, mériter. Dans le cas de Nicolas Batum, c'était quand même aussi genre on fait une préparation élargie avec un grand groupe et on voit qui sont les meilleurs joueurs. Je pense que même Evan Fournier, sans jouer 1 minute de la saison, et ça c'est même plus on sait qu'il va jouer 10 minutes, il y a forcément des matchs où il va jouer, il y aura des blessés, il y aura des trucs, même sans jouer, mais même s'il jouait 0 minutes, je suis sûr qu'Evan Fournier, tu le mets dans un camp d'entraînement, ça ne sera pas le moins bon arrière. Il y a même des chances que ça soit le meilleur à son poste parmi les Bleus. Donc je pense qu'il sera là aux JO quoi qu'il arrive. Par contre, c'est vrai que ça serait arrivé hors de rythme. Pas bon pour la confiance, ça c'est évident, ça serait terrible. Ouais. Ok pour Evan. Qu'est-ce qui nous reste de beau dans tout ce français? Derrière Evan, j'avais prévu qu'on aborde le cas de Bilal Koulibaly. Oh yeah. Bilal Koulibaly, je vais te laisser commencer. Alors meilleur scénario possible. J'allais dire qu'il devienne titulaire, il sera peut-être titulaire, hein, c'est pas, je sais pas, mais en fait, peu importe qu'il soit titulaire ou pas, mais je lui souhaite qu'il soit un peu la sensation aux Wizards, que tout le monde, que les dirigeants se disent on a vraiment bien fait de le prendre numéro 7, que la NBA entière se dise c'est un style, que les analystes disent c'est peut-être le meilleur défenseur parmi les rookies de toute la QV et ce sera un futur All Defense Team, membre de All Defense Team.
Je veux juste qu'il puisse, il l'aura, hein, je pense, parce qu'avec ce qu'il fait en pré-saison, ce qu'il a fait en Summer League, il aura les opportunités. Qu'il puisse tout simplement montrer ce potentiel de joueur complet, de gros défenseur, et presque que les Wizards dépassent les attentes et qu'on l'attribue en partie au fait qu'il ait du temps de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qui s'impose comme, vu que c'est une équipe qui est en reconstruction avec un staff qui a changé, enfin un front office qui a changé, qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que Bilal Coulibaly c'est le futur des Wizards. Voilà. Parce qu'on ne sait pas si Jordan Poole c'est le futur des Wizards. On sait que Kyle Kuzma a priori c'est pas le futur des Wizards. Il y a toujours l'interrogation sur Denis Avdija qui a été drafté très haut, mais quid de son temps de jeu cette année, est-ce qu'il sera tradé ou pas? Coulibaly, je pense que ça va être l'attraction. Et le meilleur scénario pour lui, c'est d'être l'attraction et de grandir correctement malgré cette lumière posée sur lui, même si ça reste de la lumière de Washington et pas de la lumière d'un énorme marché. C'est difficile à quantifier statistiquement, par exemple, mais qui joue comme un mec, comme un lottery pick et que tout le monde se rende compte que c'est normal, en fait. Bah, moi, je te rejoins. Un titulaire indiscutable pour le best case scénario. Parce que là, il va commencer titulaire, mais c'est pas une garantie sur toute la saison. Je pense honnêtement qu'il peut perdre sa place. Je pense pas qu'il va la perdre, mais c'est pas impossible non plus. La pré-saison, ça reste que la pré-saison. Les rookies jouent beaucoup en pré-saison. Après, les Wizards sont dans une configuration particulière. Évidemment, c'est une équipe en reconstruction. Mais du coup, je te rejoins sur tout ça. Titulaire indiscutable, la révélation de Washington, qui est ce côté... moi, je vais même aller jusqu'à donner quelques petites stats. Je pense qu'il est entre 6 et 10 points par match. Alors, 6, c'est peut-être du scénario crédible. C'est même pas du best case scénario. Allez, on va dire le best case scénario, c'est 10 points. Parce que bon, le 6, 9-10 points, tu vois. Les 6, je pense qu'il y sera. La défense dont tu parlais. Et ouais, tout ce que tu disais sur le côté style, tout ça, je pense que c'est le meilleur scénario. Et je pense que c'est un scénario plutôt crédible pour Coulibaly. Quelques apparitions dans le top 10 pour des interventions défensives. Ouais, avec suivi d'un dunk, par exemple, ou des trucs comme ça. Je pense peut-être que la réalité sera légèrement en dessous de ça, mais c'est un mec pour qui je suis vraiment optimiste. J'ai l'impression qu'il a l'air d'avoir vraiment quelque chose. Pour le scoring, il ne faut pas être trop... Enfin, il va jouer avec Jordan Poole et Kyle Kuzma, je rappelle. Ouais. Le scoring, ça sera peut-être plus autour de 6 points. Quoi. Et là, moi, je pense que le best case scénario, c'est s'il en met 10. S'il met 10 points par match tout en ayant un vrai impact défensif, il sera dans ce qu'on a dit, le style, la révélation des Wizards. Et que même les dirigeants vont commencer à se poser la question, tiens, qu'est-ce qu'il peut faire de plus maintenant? Quelle est la prochaine étape? Jusqu'où on peut le développer? Tu vois, genre, est-ce que c'est vraiment juste un joueur de complément, même dans le futur, un très bon joueur de complément, ou est-ce que maintenant, on peut passer à une étape carrément supérieure et se dire, est-ce qu'on n'essaye pas d'en faire plus que ça? Est-ce qu'on lui donne des pick and roll en fin de saison, tu vois, des trucs comme ça? Donc voilà, ça, je pense, c'est le meilleur scénario pour Bilal Coulibaly. Et le pire... il n'est pas facile à imaginer le pire, parce que il est tellement sur une phase ascendante, là, de toute façon, depuis sa draft, depuis les dernières semaines avant la draft, il n'y a que de l'hype fait que monter, et ses prestations donnent envie rendent difficile des projections négatives, en fait. Tellement tu te dis, c'est sûr qu'il va bien défendre, même s'il est dans une équipe qui ne fonctionne pas, il va bien sûr qu'il va bien défendre. Qu'est-ce que ça pourrait être, à part qu'il fasse inexplicablement passer beaucoup de monde devant lui, dans un effectif qui n'est pas du tout stable et qui se retrouve à jouer trop peu. Je ne l'imagine pas descendre en G-League parce qu'ils ont quand même l'air de vouloir tabler sur lui. Le fait que des cadres de l'équipe... Enfin, Jordan Poole vient d'arriver, mais c'est déjà un cadre de fait par l'expérience et le statut. Le fait qu'il le prenne sous son aile, tout ça me fait dire qu'il va jouer. Donc, tu sais quoi, j'ai envie pour moi, ce sera le seul sur lequel je ne vais pas mettre de worst case scénario. Enfin, où je vais refuser d'imaginer un... Je vois pas ce que ça peut être, parce que je le vois pas descendre en G-League et je le vois pas être complètement inutilisé. Donc, moi, je pense que le worst case scénario, c'est qu'en fait, les Wizards se rendent compte qu'il n'est pas prêt, imaginons qu'il soit pas prêt, et que du coup, qui est peut-être quand même un peu de G-League. Ouais. Je sais pas trop, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment crédible de penser que Bilal Coulibaly va jouer en G-League, 9e choix de draft. Peut-être pas de la G-League, mais qui est beaucoup de did not play. Qui est beaucoup de did not play, qui est des faibles temps de jeu, ou qu'à un moment, au début, ça commence par 20 minutes, puis le soir d'après, c'est 12, puis pendant un moment, c'est 12 minutes, et qu'après, tiens, le coach, il se dit carrément, sur 12 minutes, tu peux pas montrer grand-chose en NBA, c'est la loi des chiffres, hein. Mais tu sais, t'as pas de rythme.
fait, c'est la même chose à tout niveau d'ailleurs. Ça marche même en amateur. Tu joues 10 minutes. Si tu n'as pas le temps de te lancer dans ton match, si tu montres pas tout de suite des choses, mais en fait, tu peux très vite retrouver scotché sur le banc pendant très longtemps et re-rentrer en étant froid. Et du coup, tu vois, tu n'es pas dans le rythme. Et au final, ça donne l'impression que tu n'as rien apporté, alors qu'en fait, c'est juste que tu n'as pas forcément complètement eu l'opportunité d'apporter. Et voilà, peut-être que Bilal Koulibaly, il y a un scénario un peu catastrophe où son temps de jeu baisse vite. Je pense qu'il va partir avec du temps de jeu. Ouais. Au Wizards, il y a quand même des joueurs aussi. Tu vois, il y a quand même Deni Avdija, il y aura des jeunes, il y aura quand même une forme de concurrence, même si elle est différente de certaines équipes. Je pense qu'il y a un scénario où il a un faible temps de jeu et que du coup, à la place de jouer 70 matchs, il en joue 50, 40, 45, 50, beaucoup de did not play. Voilà, ça, c'est un peu ça, moi, mon worst case scénario, se dire qu'il n'est pas prêt, qu'il n'est pas tout à fait prêt, en fait. Et que la pré-saison, c'est bien joli, mais que voilà, après, c'est pas ça que j'imagine pour Bilal Koulibaly. J'espère que vous m'avez entendu, j'ai quand même dit Non, mais ça je peut pense exister. que la réalité se passera un peu en dessous du best case scénario, quoi. Ça peut totalement se passer comme ça. C'est pas, je dis pas du tout que c'est juste que j'ai du mal à. C'est vrai que ça fait partie de ceux pour lesquels j'ai du mal à l'imaginer ce scénario-là. Mais tu as raison, il faut l'envisager. Je propose qu'on passe avec Sidi Sissoko. Parce que je vais te donner mon best case scénario de Sidi Sissoko. Ouais. Je pense que c'est plus ou moins le worst case scénario de Bilal Koulibaly, en fait. C'est deux joueurs qui vont apporter par leur défense. Je pense que Sidi Sissoko, son best case scénario, c'est réussir à gratter 40 matchs en NBA. Tu vois, genre 40 fois, genre la moitié de l'année. Je crois que je sais plus quelle est la limite de match pour qu'après ton contrat soit converti automatiquement. Mais voilà, qu'il soit... S'il fait 40 matchs avec les Spurs, et ça me semble presque déjà beaucoup, mais je pense que c'est un best case scénario quand même encore à peu près plausible, ça serait déjà une victoire pour lui, je pense. Je suis assez d'accord. C'est parce que tu sais, quand il est arrivé, tout de suite, avec la Summer League, qui reste de la Summer League, je l'ai trouvé tellement bien en défense que je m'étais dit, non, mais Pop, il va kiffer, c'est un joueur discipliné, intelligent. Mais la façon dont se profilent les choses, ils ont parlé de la J-League, ils ont dit qu'il allait y aller. Ce qui est dommage parce qu'il en vient, mais je peux rien dire d'autre que je suis d'accord et que je serais content déjà qu'il ait l'opportunité de jouer la moitié des matchs et de faire des apparitions dans l'équipe cette année, parce que si le best case ce serait que les Spurs disent on le garde vraiment sous le coude et on lui fait goûter un peu au terrain, parce qu'à l'avenir c'est assez clair qu'il sera utile. Son profil va nous servir. Quand on passera à la vitesse supérieure avec Wembanyama et qu'on sort, on veut Sidi Sissoko, on veut qu'il continue de faire ses armes en J-League et qu'il goûte en même temps à l'NBA, mais on compte sur lui, il n'est pas là pour faire joli, il va progresser. C'est le best case scénario, je pense. Ça paraît trop compliqué de lui imaginer d'être tout le temps dans la rotation, d'avoir 10 minutes, ça me paraît trop... Même si c'est une équipe qui est en développement, finalement. C'est une équipe qui est en développement qui pourrait être tentée de faire surtout jouer les jeunes. Mais il y a du monde sur le poste. Il y a beaucoup de monde, en fait. Il y a beaucoup de monde. C'est pour ça. J'ai du mal à imaginer qu'il attrape concrètement cette rotation. Pardon. Et mon pire scénario, moi, c'est... J-League. La J-League, c'est sûr. Non, mais ça, pour moi, c'est sûr, en fait, qu'il y sera. Ça, c'est mon scénario. Si tu me demandes qu'est-ce qui va se passer, je te dis... Si là, sur ces... Allez, je me permets, si... On oublie les bests. Moi, je pense que Sissoko, il va jouer une vingtaine de matchs en NBA. J'espère que je me trompe. Et que le reste du temps, ça sera en J-League. Et je pense que le pire scénario, ce serait qu'en J-League, il n'arrive pas à s'imposer, en fait. Ça peut paraître bizarre, vu qu'il en vient, mais tu sais qu'il n'est pas... Quand tu es un prospect NBA en J-League, quand tu as déjà été drafté, on attend de toi que tu cartonnes, en fait, en J-League. Tu vois, Théo Malédon, quand il allait en J-League, il se balade, quoi. Tu vois, il y a des moments où il se balade. Mais il se baladera, Sissoko, alors dans son registre. Le problème de Sissoko, c'est qu'il a un rôle différent, c'est ça en fait. Mais il était déjà bon avec Ignite. Et franchement, c'est pour ça qu'il a été drafté d'ailleurs. C'est qu'on l'avait déjà vu, la dimension athlétique, la défense. Donc s'il y va, il va pas se mettre à mettre 25 points par match, mais il sera bon, quoi qu'il arrive. Donc, mais oui, c'est le worst case. Je serais presque tenté de dire que 0 apparition NBA, ce serait le worst case parce que. Ouais, ça, je pense qu'il en aura quand même. Je pense aussi, je le souhaite. Mais bon, peut-être. Mais je pense que ce serait ce serait le pire scénario. Bon, on verra ce que ça donne pour Sidi Sissoko. On va pouvoir aborder maintenant son coéquipier. Victor Wembanyama, on a gardé le meilleur pour la fin. Le plus lourd pour la fin. Ouais. Alors. On en a beaucoup parlé déjà, mais on est obligé. Ouais.
Est-ce que tu veux que je commence ou est-ce que tu veux commencer pour le meilleur? Je vais te laisser commencer, je t'en prie. Eh ben, je pense que le meilleur scénario, je répète encore une fois, c'est pas celui que j'imagine, mais le meilleur scénario, c'est que Victor Wembanyama est All-Star. Je pense que c'est un best case scénario crédible. Ouais. Je pense pas que ce sera le cas. Voilà, je me permets de le dire. Je pense pas que Victor Wembanyama sera All-Star, mais je pense qu'il y a le haut de la fourchette sur cette saison, voilà, la meilleure trajectoire que tu peux imaginer, c'est un Victor Wembanyama qui est déjà à 23 points par match. 23, 24 points par match. Genre qui score beaucoup, qui n'a pas juste un impact défensif, qui est vraiment déjà une star et qui du coup est sélectionné au All-Star Game sur un poste où il y a toujours un peu moins de monde par les coachs. Ça, c'est le meilleur scénario. Et du coup, qu'en étant fort d'entrée, il emmène les Spurs à 30 et quelques victoires, 32, 33 victoires par exemple, en étant vraiment une star et que ça confirme la hype du côté ce mec-là, il va pouvoir changer la NBA. Tu vois, moi, par exemple, j'arrive pas à me dire que Victor Wembanyama, il va avoir un jour un trophée de MVP, tu vois. Je suis pas persuadé de ça. Je suis pas persuadé que Victor Wembanyama soit nécessairement un futur MVP ou en tout cas peut-être pas un multiple MVP. Mais il y a quand même un monde où c'est possible. Et si ça devait être le cas un jour, si Victor Wembanyama il devait vraiment être un MVP ou un multiple MVP, jusqu'à la limite gagner un MVP, pourquoi pas, mais je parle de multiple MVP. Si vraiment Victor Wembanyama devait être un multiple MVP un jour, je pense que ça commencerait directement par une saison All-Star dès ses débuts. Je pense que ce qui l'intéresse plus, c'est d'être MVP des finales. Oui, bien sûr. Oui. Ah oui, ça c'est autre chose. J'ai pas dit qu'il ne gagnerait pas de titre. Bien sûr, bien sûr. Être un joueur MVP. Ton best case scénario, il peut arriver. LeBron James n'a pas été All-Star sa première saison. Voilà, il faut le dire. C'est pas le même poste. Le dernier, c'est Blake Griffin, c'est ça? Et encore, il a fait une saison blanche, je sais pas. Ouais, mais bon, peu importe en fait. Pour que Wembanyama soit All-Star, il faudrait qu'il y ait un raz-de-marée de votes venus de France et d'Europe. Et ça, on sait que c'est compliqué d'impliquer nos concitoyens. Par les coachs, ce serait bien, mais alors, est-ce qu'il prendrait un mec il faudrait que les Spurs aient un bilan correct quand même, je pense. Je pense. Mais je pense qu'en février, c'est encore possible en fait. C'est possible. Mais oui, non, bien sûr que c'est possible. Est-ce que c'est le best case scénario? Moi, je vais pas aller forcément dans les récompenses, parce que, évidemment, s'il est rookie de l'année, tout ça, mais juste le sentiment général selon lequel les gens vont se dire « Ok, on nous a pas survendu le truc. Il vient de faire une saison, j'ai jamais vu ça. C'est effectivement un mec qui shoot, qui dribble, qui défend magnifiquement bien, qui a la tête sur les épaules, qui ne se blesse pas. » Et ça, c'est un truc très important pour moi dans le best case scénario, c'est qu'il montre de la fiabilité. Il l'a montré en partie, et même totalement, dans le championnat de France. Il a eu très peu de pépins physiques sur sa saison à Boulogne-le-Valois. Le montrer en NBA sans avoir besoin d'un load management excessif, ça fait partie pour moi du best case scénario avec ce sentiment général que les gens se disent waouh, incroyable, tout le monde va vouloir regarder les matchs des Spurs, tous les Français vont se mettre à suivre, tous les Français vont avoir envie de voter pour Wembanyama pour l'All-Star. Je veux ça, je veux que les experts à la télé, les quelques-uns qui sont encore un peu sceptiques, se disent non mais ok, ouais, c'est fantastique, et même qu'ils en soient déraisonnables au point de dire tu sais, de faire les comparaisons et les trucs. Comme Doncic quand il arrive en NBA. Exactement. Il y avait ce truc de est-ce que vraiment il est fort? Vous nous présentez ça comme un prodige. Et très vite, il a mis tout le monde d'accord. Alors là, il y a encore plus de hype pour Wembanyama. Je veux ce best case scénario-là, c'est ça. Après, statistiquement, on en a parlé 1 milliard de fois. Le nombre de points, évidemment, s'il est en dessous de 15 points, on va trouver ça léger. S'il est, si ses stats sont juste moyennes, ça fera bizarre et on se dira est-ce que c'est pas un peu décevant par rapport à ce qu'on attendait, mais je n'ai pas envie de lui fixer d'objectifs chiffrés, tu vois. Une grosse maladresse ou quoi que ce soit de ce type-là, ça lui enlèverait quelques chances d'atteindre ce best case scénario, justement, tu vois. Mais j'ai pas envie de lui fixer d'objectifs chiffrés. Je reste sur la volonté qu'il y ait un sentiment global de wow, tu vois, le facteur wow, qui soit là, que ce soit pas juste que ça va se rejoindre, ça perdure. Et je vais te faire le worst case scénario dans la foulée, parce que du coup c'est lié à ça, c'est que les gens se disent ah ouais non, franchement il galère en attaque, en défense il se mange dès qu'il y a un peu de physique en face, il galère, il shoot à 38%, enfin
tu vois ce que je veux dire, que les gens ils se disent ah non, c'est bon, on nous l'a survendu. Voilà, c'est ça c'est le worst case scénario. Parce que les attentes sont tellement gigantesques que ce serait un peu dommage. Et lui-même l'a dit maintenant, il dit je suis prêt à accepter ce rôle-là, c'est ce que je veux qu'on me considère comme ce fameux prospect générationnel. Et donc que ses stats sont un peu décevantes, qu'il perde le titre de rookie de l'année alors qu'il a joué autant de matchs que celui qui finira devant lui, type Scoot Anderson ou un autre. Voilà pour moi le worst case. Moi, le worst case, ça va être comme toi, ça concerne vachement l'attaque en fait. C'est qu'en attaque, Victor Wembanyama n'arrive pas à avoir l'impact espéré. C'est-à-dire que je pense que pour être le meilleur case, pour le best case scénario, pour qu'il soit All-Star, il faut qu'il mette des points. C'est pour ça que moi, j'ai été jusqu'à annoncer une production chiffrée. C'est que je pense que s'il est à 23-24 points et que les Spurs sont pas trop longs au classement, il n'y a pas énormément de pivots. Sur les postes intérieurs, il y a toujours un peu des fois des petits casse-têtes. Ouais. Je me dis qu'il peut avoir une place à aller chercher si tout le monde est en mode. Je vais continuer sur les points. Moi, Victor Wembanyama, je le vois entre 18 et 20 points. Ça, c'est mon scénario réaliste. Pas best case scénario, celui que j'imagine. Je le vois entre 18 et 20 points. Pas forcément toujours très adroit parce qu'il tente beaucoup de choses et que tu te dises, OK, il va être fort. Que tu n'es pas en mode, ah, c'est sûr, c'est un multiple MVP, mais que tu vois, genre LeBron, il arrive en NBA, tout de suite, tu sais, OK, non, il va être, c'est pas juste, il va être fort, il va être historique. Là, avec Victor Wembanyama, tu te dis, OK, il va faire une très longue carrière, il va être très fort pendant longtemps. S'il est direct à 23-24, je pense que tu vas pouvoir vraiment commencer à te dire, attends, mais dès sa saison rookie, il est comme ça. Mais je pense que c'est un scénario plausible. Et du coup, mon worst case scénario, c'est un truc où il galère. Il galère parce que les tirs, que la pression défensive en saison régulière, c'est déjà pas la même qu'en pré-saison et que c'est pas les mêmes joueurs en face. Et que du coup, à la place d'être à 45% au tir, tu es, comme tu as dit, à 38, 39, 40. Et que tes stats, d'un coup, c'est 13 points, tu es à 13 points de moyenne. Et on sait que c'est pas le joueur qui va prendre non plus 10 rebonds. Oui, qui a un impact, qui a des belles choses, tu vois, même s'il était à 13-14 points, en fait, c'est déjà, t'imagines, c'est déjà ouf comme worst case scénario. Tu peux te dire, ah ouais, il y a un vrai potentiel, ça va être un joueur intéressant en NBA, mais qu'effectivement, il y a un peu une petite claque, surtout que les Américains, je pense qu'ils ont mis vraiment beaucoup trop d'attentes, encore plus que les Français sur Wembanyama. Même encore aujourd'hui, je le vois, tu vois, sur la manière dont ils traitent les performances de pré-saison, même nous, on va pas aussi loin, en fait. Non. Chaque action, ils sont là, c'est un alien, c'est un truc de ouf. Pendant 10 ans, ça va être un truc de ouf. T'es là, ouais, il a joué Jamal Cain et les mecs du hit, tu sais, c'est des mecs du hit non draftés. C'est un match de pré-saison, il n'y a personne qui joue. Il y a même pas, enfin, tu vois, il y a pas un mec du hit qui va être dans la rotation, à part peut-être Tyler Hero. Enfin, tu vois, ça reste, on est quasiment à du match Summer League avec un peu plus organisé, quoi, tu vois. Et c'est pas pour le dénigrer, loin de là. Bien sûr. Nous aussi, on le met en avant, mais juste pour faire la nuance en fait avec les journalistes US, mais tous, tu vois, même les Kevin O'Connor, tous qui sont à fond dedans, tu vois. Et je me dis, le worst case scénario, c'est que tous ces mecs-là, ils prennent un peu un coup en mode, ah non, mais on s'est fait carotte, et que limite, du coup, il y a un peu le côté derrière, il faut quand même se reméfier des Européens et qu'on reparte pour 3-4 ans faut se méfier des Européens jusqu'au moment où Wembanyama va exploser, parce que je pense qu'il sera de toute manière à un moment très fort en NBA, ça me semble inévitable. Même s'il y avait le worst case scénario, en fait, voilà, je pense que même s'il y a le worst case scénario cette saison, je pense que c'est inévitable que Victor Wembanyama soit un très fort joueur NBA. Réponse très rapidement. Oui, pardon, j'ai fait long sur. Ah non, mais t'as raison. Non, mais je disais, ce que tu disais, on va savoir si ça va devenir. Ah oui, pardon. On va savoir très vite, c'est sûr. Enfin, les premières semaines déjà, je pense que si ça doit être ce fameux joueur qui transcende tout, on va le voir rapidement. C'est un joueur que j'imagine. Le fameux rookie wall, les débuts compliqués, hésitants, on s'attend pas à ça avec lui presque. Donc c'est pour ça que je dis qu'on va avoir une réponse assez rapidement sur ce qu'il est capable de faire en NBA. Il va vite affronter des joueurs qui sont aguerris, des joueurs qui vont le cibler, des équipes qui vont le cibler. Donc on va savoir très vite. Allez, on peut finir en très bref par deux joueurs en two-way contract, c'est Malcolm Casalon et Ryan Rupert. On aurait pu mettre Olivier Sarr dans le lot, peut-être même Sidi Sissoko. Voilà, on va faire un peu moins long sur ces deux-là. Moi, je pense que le meilleur scénario, c'est réussir à jouer des matchs NBA, qui est quelques apparitions en NBA. J'ai du mal à imaginer un meilleur scénario que ça. J'ai du mal à imaginer un scénario où vraiment ils s'imposent dès leur première saison dans une rotation.
Mais bon, pourquoi pas. Et le pire scénario, ce serait de ne pas jouer du tout en NBA, quoi, ou de jouer 3 matchs. Bah, Rupert a peut-être une chance à Portland parce que de jouer des bouts de match, de faire des apparitions, de prendre de l'expérience, parce que c'est voilà, on sait que c'est une équipe très très jeune où il y aura peut-être des opportunités, où ça va tourner un peu. Ceux qui auront des opportunités ne seront pas toujours les mêmes. Mais ouais, t'as raison. Pour Malcolm Casalon aussi, on l'a vu en Summer League un peu. Ryan Rupert joue un petit peu en pré-saison aussi. Là, il a entre 5 et 10 minutes sur les matchs. Je pense que les Blazers, s'ils l'ont pris, c'est qu'ils croient quand même en son potentiel. Hein. Un gros potentiel défensif, mais il a besoin de jouer, donc ça va peut-être passer par de la J-League. Ouais, c'est ça, le best case scénario, c'est que, comme pour d'autres qu'on a évoqués avant, des opportunités de se montrer et que ça se passe bien quand il se montre. Quoi. Pour Malcolm Casalon, j'ai plus de mal à me projeter parce que il y a déjà tellement de monde il y a sur ces postes. tellement de monde, c'est dur. Ouais. Ah, mais on n'a pas parlé de Killian Hayes. Ah ouais, bah ouais. On a oublié. Ben mais voilà. on a oublié Killian Hayes. Heureusement qu'on a fini par Casalon. Bien joué, très bien joué. Heureusement, on a failli passer à côté et se manger une rafale très méritée. Ah bah oui. Killian Hayes, best case scénario, c'est celui qu'on est en train de voir un peu là. C'est-à-dire que, alors, on l'a dit, c'est un poste qui est ultra fourni à Détroit. Hein. C'est un poste qui est, entre ceux qui sont arrivés, ceux qui reviennent et tout, très compliqué. Mais le best case scénario, c'est que Monty Williams continue de dire ce qu'il est en train de dire là. C'est-à-dire que c'est un joueur dont il apprécie énormément l'engagement et ce qu'il montre là sur cette intersaison. Et que Killian trouve l'assurance en attaque. Ça, c'est ce qui lui a manqué l'année dernière, parce qu'il n'arrêtait pas d'avoir des articles et des posts Reddit sur le joueur le plus maladroit de la ligue et tout, et qui conserve en même temps le playmaking et la défense qu'il a montré l'année dernière, mine de rien, malgré tout, toutes les difficultés quand il a joué. Et ça, on l'a vu, le playmaking, il y a eu des passes, il y a eu des interceptions, on a vu ça. Donc, du temps de jeu et le fait que les Pistons se disent non, lui, il faut vraiment qu'il soit dans dans ce projet qui est en train de se monter et voilà. Moi, j'ai pas d'autre perspective pour lui que ça et je pense que c'est plutôt pas mal parti. Ouais, moi, alors pareil, comme Dieng, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, qui est sous-estimé, je dirais, par une partie du public français. Alors, peut-être pas tout le monde, ceux qui l'imaginaient titulaire à la Coupe du Monde, je pense, le surestiment un peu, mais, ouais. Mais c'est un joueur très intéressant. Je pense que le best case scénario, c'est, comme tu l'as dit, c'est en fait carrément être poussé Monty Williams des fois à se demander est-ce que vraiment je dois faire jouer Jaden Ivey deuxième arrière? Est-ce que c'est pas Jaden Ivey plutôt mon 6e homme? Est-ce que ce serait pas mieux que finalement, à côté de Kent Cunningham, je mette un mec qui est capable d'avoir du playmaking mais aussi de défendre fort plutôt que d'avoir Jaden Ivey? Avec Jaden Ivey, c'est bon scoreur explosif en sortie de banc. Voilà, ça, je pense que c'est un scénario. Comme ce que je disais pour Dieng et pour Malédon, je pense qu'il faut qu'on voit qu'il a progressé. Je pense qu'il faut que les journalistes, les analystes, les coachs se disent en le voyant jouer, lui, il a progressé. Et c'est exactement ce qui se passe là pendant la pré-saison. Ouais. Il y a quand même beaucoup de... Alors, c'était la pré-saison, bien sûr. Mais je trouvais que même déjà en fin de saison dernière, il y avait vraiment quelque chose qui commençait à se dégager. Il faut que ça soit sur cette lignée, en plus fort encore. C'est un mec, pour moi, il a sa place en NBA. Quoi. Il n'y a pas vraiment d'hésitation. Pour moi, ça fait aucun doute. Hein, faut que autant pour Malédon, Nilikina, tu vois. Mais lui, je trouve qu'il y a vraiment sa place. Après, il faut voir. C'est-à-dire qu'on changera d'opinion s'il enchaîne les saisons avec et du temps de jeu et beaucoup de maladresse. Là, au bout d'un moment, on se dira, bon, c'est peut-être compliqué. Parce que tu peux pas être... Enfin, si, tu peux être unidimensionnel, mais dans ce cas, tu as un temps de jeu limité. Et... Ouais, 37%. Il a jamais passé le 38% de tir. Quoi. Mais... Je pense qu'il en est capable, hein, vraiment. Et je me fie à ce que dit Monty Williams. Moi, il faut aussi penser à ce que disent les coachs qui l'ont sous la main. Je pense que le changement de coach peut lui faire beaucoup de bien. Et alors, plus qu'un worst case scénario, il y a un scénario alternatif qui peut être à la fois bon et mauvais. C'est s'il décide de le trader, parce qu'il a il a de la valeur hein, quand même. Je veux dire, ça reste un lottery pick dont les... Enfin, il faut être aveugle pour voir... tellement besoin d'un joueur comme mais voilà. Pas de souci, mais il faut être aveugle pour voir pour pas voir qu'il a des qualités de playmaking et de défense. De toute façon, personne va le survendre en disant que c'est un shooter fantastique et un mec à droit pour l'instant. Mais par contre, évidemment qu'il a une place en NBA. Un trade, je peux te donner des franchises. Un trade, c'est un scénario alternatif qui est pas dégueu. Hein. J'en ai un paquet des franchises qui auraient besoin d'un Killian Hayes. Raptors ou Bulls, si ça reconstruit,
ce serait très bien de choper un Killian Hayes pas cher en mode ah bah tiens les Pistons ils n'ont pas l'air de lui donner beaucoup de valeur, bah nous on va lui donner du temps de jeu dans une équipe qui s'aborde sa deuxième moitié de saison. Alors bon pour Hayes ce serait dommage de jouer constamment dans des équipes en reconstruction, mais je pense qu'il y a des projets dans lesquels il peut s'imposer en fait. Raptors, Bulls si les deux décident de casser, le Jazz, je pense que le Jazz a tout à gagner en prenant je trouve meilleur que Chris Dunn, j'aime bien Chris Dunn, mais Killian Hayes je pense c'est un profil similaire, mais qui va rater des shoots, qui peut courir vite et qui va défendre. Sachez que si Antoine dit qu'un joueur est meilleur que Chris Dunn, c'est qu'il le tient vraiment en très haute estime. Oui, j'aime beaucoup Chris Dunn, pourtant. Chris Dunn qui était un 5e choix de draft, mais il y a pas mal d'équipes, même les Spurs, en fait. Même les Spurs, tu vois, il y a un truc, en fait. Tu veux faire l'équipe de France du futur aux Spurs, en fait. Non, parce qu'après, Trey Jones, j'aime beaucoup, tu vois, c'est le frère de Tyus Jones, j'ai confiance. Par principe, j'ai confiance. Et je pense que Trey Jones est un meilleur shooter. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont des moins bons shooters que Killian Hayes, mais et encore, c'est même pas un mauvais shooter. C'est juste qu'il n'a pas forcément c'est un shooter en échec pour l'instant. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut être un shooter correct à mi-distance, ça peut être un shooter correct en sortie de dribble en pick and roll. C'est pas un mec qui fait pour jouer en spot-up. Il faut lui donner la balle à Killian Hayes. Et c'est peut-être un peu le problème s'il jouait avec Cade Cunningham dans le 5 à la limite, mais et allez, worst case scénario, du coup, moi, c'est un truc où il joue pas. Hein. C'est simple, où il s'enterre parce qu'il y a des mecs devant lui. Et que, les Marcus Sasser et compagnie, tous les mecs qui sont arrivés. Des mecs qui vont scorer. Et où ils se disent, les Pistons disent, non, bah, ça nous plaît plus que Killian Hayes. Et... Bon, auquel cas, je pense que quelqu'un viendra le chercher. C'est pour ça que le worst case scénario peut aussi se transformer en bon scénario selon l'équipe dans laquelle il atterrit, s'il doit être transféré. Mais moi, je pense qu'on peut rester sur la dynamique actuelle qui est positive, sur les déclarations actuelles qui sont très positives aussi. Et voilà, le best case scénario pour l'instant, il me paraît plus plausible que le worst case. Et c'est déjà bien pour Killian Hayes. Yes, bah écoute, on va terminer là-dessus. J'espère qu'on n'a oublié aucun Français. Vous nous direz en commentaire. On fera un segment supplémentaire s'il faut. Ouais, c'est ça, c'est ça de ne pas préparer. Voilà, on a compris, on a retenu la leçon. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à donner vos meilleurs scénarios, pires scénarios, ou même juste ce que vous imaginez. C'est vrai que nous, on l'a pas trop fait. On l'a fait sur certains, mais on a essayé de pas le faire, de rester sur notre principe de best et worst scénario. Vous faites un peu comme vous voulez. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. De toute façon, on les check, on les lit. Et je m'excuse pour le micro. À la fin du pod, la qualité devait être dégueulasse de mon son, j'imagine. Je vais essayer de régler ce qui se passe avec ce micro et voilà. Et puis nous on se retrouve demain, Shai, pour un CQFR le matin, puis pour une late session le soir. Bien sûr. Allez, ciao. Yes, 23h pour la late session. Mais bon, on vous le rappellera demain. Ouais. Ciao à tous, bonne journée. Ciao. The game is out there. And it's either play or get played.